organisation de Sciences Po et vous avez consacré une thèse à la compensation carbone. Nous sommes également en compagnie de Renaud Bétain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'action climat pour le logiciel Sweep. Mais avant d'entamer cette émission, il est l'heure de retrouver comme chaque jour l'instant pur et 100% décarboné de la méthode scientifique. Il s'agit du Journal des Sciences et c'est avec vous, Natacha Triou. Bonjour. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec la publication ce matin par le ministère de la Santé d'une étude sur les capacités d'accueil et du nombre de lits des hôpitaux en France. Alors, ce que montre cette étude, c'est que les autorités continuent de supprimer des lits. En 2020, plus de 5700 lits d'hospitalisation complète ont été supprimés, et ce, malgré la crise sanitaire. 25 établissements ont été fermés. C'est un recul un peu plus marqué que les années précédentes, nous dit cette étude. Alors quand on parle de fermeture de lits, c'est aussi parfois lié au manque de personnel médical, ne pas trouver d'infirmiers, d'aides-soignants, etc. Oblige les hôpitaux à fermer des lits. Alors dans le détail de ce papier, ce ne sont pas des lits nécessaires pour la crise sanitaire qui ont été supprimés. Le nombre de lits de réanimation ont, eux, fluctué au cours des différentes vagues avant de finir l'année en hausse. On voit également une augmentation des hospitalisations à domicile et des hospitalisations partielles, c'est-à-dire des patients qui restent moins de 24 heures à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Nathalie Coutinet est économiste de la santé et enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Ce que montre cette étude, c'est que les autorités continuent à supprimer des lits d'hospitalisation complète à l'hôpital, avec un nombre de lits qui diminue d'environ moins 1,5%, alors ce qui paraît pas énorme, évidemment, mais c'est sûr que c'est après une baisse continue depuis maintenant plus de 10 ans du nombre de lits d'hospitalisation complète à l'hôpital. Progressivement, les capacités d'accueil des services hospitaliers diminuent et mettent potentiellement en danger un certain nombre de patients. C'est des résultats qui sont un petit peu doubles. Il y a sûrement une partie de la baisse qui est due à la crise sanitaire, puisque certaines opérations étaient retardées, on a supprimé les chambres d'eau pour faire des chambres simples, etc. Donc il y a un petit effet crise sanitaire, mais c'est sûr que c'est une tendance lourde qui met en danger quand même le système hospitalier, et c'est comme si les autorités n'avaient pas tenu compte de la crise. Alors, il faut quand même distinguer le type de lit. Des lits d'hospitalisation complète, il y en a en médecine chirurgie, il y en a en psychiatrie, il y en a en soins de suite, et puis il y en a en réanimation. Ce ne sont pas les lits de réanimation qui ont diminué. La plus forte baisse, elle a lieu sur la médecine et la chirurgie, et un petit peu également, et ça c'est aussi dangereux parce que ça fait longtemps que les psychiatres tirent l'alerte, sur la psychiatrie qui a vraiment des difficultés actuellement. La psychiatrie voit aussi une baisse du nombre de lits en hospitalisation partielle. Alors que pour les autres types d'hospitalisation, la baisse du nombre de lits en hospitalisation complète est compensée par des hospitalisations partielles, c'est-à-dire à moins de 24 heures. Ce n'est pas le cas pour la psychiatrie. C'est une poursuite, une accentuation encore du virage ambulatoire, qui était nécessaire quand il a été mis en œuvre. Évidemment que pour tout un type d'intervention relativement bénigne, les patients peuvent rentrer le matin à l'hôpital et repartir le soir. Et le choix politique a été fait de réduire d'abord les dépenses hospitalières parce que politiquement, évidemment, c'est plus facile que d'avoir des médecins libéraux dans la rue. Donc on sait beaucoup, les pouvoirs publics se sont beaucoup attachés à réduire les dépenses hospitalières. Sans doute, ça a été nécessaire à un moment donné, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver toutes les informations proposées dans le Journal des Sciences et dans l'émission sur notre fil Twitter @laméthode_fc. Vous pouvez aussi réécouter ce journal et l'émission en entier sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au brève. Les assises de la psychiatrie se sont conclues hier à Paris avec des annonces d'Emmanuel Macron. Les différentes mesures ont été annoncées. Tout d'abord, la création pour les patients d'un forfait pour le remboursement de leur consultation psy. Avec dès janvier, un forfait de 10 séances renouvelables à hauteur de 30 € la séance. Un forfait sous condition, il faudra présenter une prescription médicale. Ensuite, en janvier, 800 postes supplémentaires seront ouverts dans un quart des centres médico-psychologiques, avec la création de 20 équipes mobiles pour les patients en EHPAD et dans les structures médico-sociales. Et à l'issue de ces assises a aussi été annoncé un renforcement de la psychiatrie périnatale avec la mise en place d'entretiens pour mieux détecter des signes de dépression postpartum,
un syndrome qui touche jusqu'à 30% des jeunes parents. En bref, toujours, hier, la NASA a déclaré être prête pour le lancement de la mission Lucie. La sonde Lucie, en clin d'œil à la célèbre Australopithèque, sera la première sonde à explorer les astéroïdes troyens, ceux qui se trouvent dans les ceintures d'astéroïdes devant et derrière Jupiter. Un voyage de 12 ans vers 8 astéroïdes différents, Lucie s'approchera à 400 km de leur surface et grâce aux 3 instruments embarqués à bord, elle pourra étudier leur géologie. Les monozygotes surviennent lorsqu'un zygote, un œuf fécondé, se divise et donne naissance à 2 embryons. Mais il arrive qu'au cours du développement, un jumeau disparaisse. 12% des grossesses commencent comme des grossesses multiples, mais moins de 2% arrivent à terme. Une équipe internationale a étudié des données épigénétiques via des analyses sanguines et des échantillons d'ADN de plus de 6000 personnes. 2 jumeaux monozygotes, 2 faux jumeaux, des jumeaux dizygotes et des non-jumeaux. Il se trouve que les jumeaux identiques portent une signature moléculaire de leur jumelage, des signes de méthylation de l'ADN sur 834 zones du génome, ce qui signifie que votre ADN peut vous indiquer si vous avez eu un jumeau qui n'a pas survécu. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. La compensation carbone, en fait, c'est du greenwashing. C'est-à-dire que le problème qui est posé aujourd'hui, c'est de réduire les émissions, pas seulement de les compenser. Donc se dire qu'on pourrait continuer, en fait, sur la même gabegie d'émissions de CO2 parce qu'on pourrait planter quelques arbres, c'est pas sérieux. Les compagnies aériennes se mettent au vert. EasyJet annonce précisément qu'elle va compenser ses émissions polluantes. Elle se vante, cette compagnie, d'être la première à atteindre la neutralité carbone. Compenser la pollution des avions, c'est réel ou c'est de la com? Une tendance, très tendance chez les entreprises et les gouvernements, le greenwashing, l'éco-blanchiment, quand une industrie nocive au niveau social et ou environnemental se repeint en vert avec une belle campagne de pub et hop! Air France va compenser 100%, nous dit-on, des émissions de CO2 de ses vols intérieurs. C'est la directrice générale de la compagnie qui répond à l'interview que vous voyez s'afficher sur votre écran. Ce sera à partir du 1er janvier prochain. C'est quoi, c'est un coup de com'? Et oui, Total, Chevron, BP sont verts et éco-responsables. Il suffit de payer le prix à une agence de communication. Voilà pour ce medley un chouïa orienté proposé par notre réalisateur Olivier Bétard. Renaud Bétain dit bien le fait que dès qu'on pense compensation carbone, immédiatement le terme qui vient accoler, c'est greenwashing. Ça met dans le bain, oui, en effet. C'est l'héritage, en fait, du protocole de Kyoto, c'est-à-dire c'est la naissance même de l'utilisation des crédits carbone. Il y a une vingtaine d'années, adossé au budget carbone des entreprises qui ont l'obligation de réduire leurs émissions. Donc ça, c'est les grands marchés du carbone européens, aujourd'hui chinois, où on a dit les entreprises qui émettent le plus, on plafonne leurs émissions, elles doivent réduire leurs émissions, ne pas dépasser ce plafond. Et si elles le dépassent, elles doivent payer. Elles doivent payer en achetant des crédits carbone ou ce qu'on appelle des vrais droits à polluer, c'est-à-dire des quotas d'émissions de CO2. Donc ça, c'est l'origine. Et donc le droit à polluer, comme il a été utilisé derrière par des entreprises qui n'avaient, elles, aucune obligation de réduire leurs émissions, et ben, quelque part, le marketing s'est emparé du sujet en disant, puisque nous, on n'a aucune obligation et qu'on peut acheter aussi librement des crédits carbone, faisons-le, et 100 moins 100, ça fait 0, donc c'est parti. On va bien évidemment définir tous ces termes, crédit carbone, compensation carbone. Alice Valiergue, à l'origine, la compensation carbone, c'était pensé pour faire payer ceux qui polluaient, et le faire payer, si possible, un peu cher. Aujourd'hui, est-ce que ça coûte cher de polluer ? Alors, peut-être, si vous me permettez, je reviendrai volontiers sur juste ce par quoi ça a commencé. Et en fait, vraiment rappeler que ce marché, il est contesté dès le début, dès son origine. À Kyoto en 97. Oui, et même bien avant, quand on était en plein dans les négociations internationales, parce qu'en fait, se pose la question de comment on fait pour réduire les émissions, puisque les émissions sont devenues, au cours du XXe siècle, une des manières dont on se saisit de la question environnementale, on centre le problème sur les émissions. Et donc après, c'est poser la question de comment on fait pour réduire. Et donc c'est très politique comme sujet. Et donc le fait de proposer
compenser des émissions, ça suscite des questions. Et alors, est-ce que ça coûte cher aujourd'hui? Eh bien, en fait, je vais donner une réponse qui est peut-être un peu frustrante, de mon point de vue de sociologue, mais tout va dépendre en fait d'où on regarde, comment on définit la valeur. Voilà. Et on verra bien évidemment le prix que coûte le prix qu'a ce carbone. Renaud Bettin, donc on parle de ce protocole de Kyoto qui met en place la compensation carbone, quels sont les grands objectifs, les grandes lignes données à ce moment-là à cette compensation carbone? Il faut penser d'abord sur les deux marchés, le marché réglementé, encore une fois ces entreprises les plus intensives en carbone, production d'énergie, production de métal à métallurgie, production de verre, le ciment, etc., qui elles ont l'obligation de réduire leurs émissions. Et toute cette partie volontaire sort du cadre de la budgétisation de leurs propres émissions. Alors aujourd'hui c'est revenu sur le sujet, mais sur le devant de la table en essayant de reconnecter la science avec la politique. On est un fossé en fait qui s'est créé en 20 ans, c'est-à-dire 97, Kyoto, c'est le début du duo science et politique. Les rapports du GIEC donnent naissance au grand moment de négociation internationale, et puis après on a perdu le fil en fait avec la science, quoi. Et les grandes lignes de la compensation, c'est, en tout cas ce qui porte la base, la théorie, c'est que quel que soit l'endroit sur Terre où si je réduis une tonne de CO2 au Tchad, en Bolivie, en Chine ou en France, ça aurait le même impact sur le climat, puisque les molécules de CO2 se mélangent. En un an, ce que vous émettez aujourd'hui ici peut se retrouver à n'importe quel endroit de la planète. Donc c'est ça qui porte le sujet de la neutralité carbone. C'est intéressant ce que vous disiez sur le fossé qui s'est créé en 20 ans entre science et politique. À l'origine, quels étaient justement les fondamentaux scientifiques sur lesquels reposait la compensation carbone, si tant est que cette idée-là soit née d'idées scientifiques? Alors j'aime bien dire qu'en fait, il y a de la science dans la compensation carbone, du côté des projets qui sont développés, beaucoup moins dans l'utilisation des crédits carbone par les entreprises. Du côté des projets, il y a des bases méthodologiques approuvées par un ensemble, un corpus d'experts dans ces sujets-là, sur l'énergie, sur le captage du CO2 par les solutions naturelles. Et donc on a dès le début l'ONU, donc l'UNFCCC, d'accord, qui est le bras armé climat de l'ONU, valide un certain nombre de méthodologies qui sont encore aujourd'hui en ligne, donc vous en avez entre 250 qui sont en ligne et qui sont validées par des experts pour dire je calcule une réduction d'émissions de CO2 sur